et on a toujours l'impression que l'ambassadeur de France dans certains pays comme le Burkina, le Mali et autres se comporte comme un autre président et comme s'il était le président du président. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on dénonce tous les jours. Et au-dessus de tout cela, il y a aussi l'aspect de la migration qu'il faut souligner, parce que le pillage des ressources qui est quelque part protégé par les bases militaires, donc les armées étrangères. Et ça fait que aujourd'hui, les populations s'en rendent compte et les gens en ont marre. Et quand on en parle pour dire que la France doit dégager du continent africain parce que les rapports coloniaux, nous n'en voulons plus, eh bien, on commence à dire qu'on est anti-français, qu'on n'aime pas les Français, alors que c'est plutôt un message qui consiste à dire la politique française la politique africaine de la France, nous n'en voulons plus. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui cherchent à atteindre l'Occident, ils ne font que suivre le cours des ressources ou des matières premières ou des richesses qui quittent le continent africain pour l'Occident. Donc, c'est tout à fait normal on ne peut pas reprocher à un être humain de vouloir du mieux pour sa vie ou de chercher une vie meilleure. On ne peut pas reprocher ça à un être humain. Et si on se rend bien compte que c'est un marché de dupes, parce que si la MONUSCO était respectueuse de sa charte et aussi de ses lois, je pense qu'elle aurait juste plié bagage et quitté la RDC sans faire de bruit. Et ça n'aurait pas causé la mort d'autant de Congolais. Parce que comment une mission de paix peut assassiner des populations civiles et maintenant on va nous demander de protéger la MONUSCO. Mais il n'y a même pas de raison de protéger la MONUSCO puisque les populations, elles n'ont aucune arme. C'est la MONUSCO qui a toutes les armes et qui tire sur les populations civiles. Donc, l'actualité musicale chez moi, ça ne s'arrête jamais parce que ma musique est surtout axée sur ce qui se passe au Congo. Donc là, on parle du Congo, de la République du Congo, ou Congo Mavula, Umfwa ou Brazzaville, si vous voulez. Mais voilà, donc il y a toujours de l'actualité. Là, j'ai sorti Kake récemment. J'ai d'abord sorti Mukundiaza Moyibi, ensuite Kake, et maintenant En fait, Ebembiatoula. quand vous dites Voilà, c'est Mokundiaza ça, Moyibi, voilà, le président est un voleur, vous faites allusion à qui? bah, au chef de gang qui est où, au chef des assassins au Congo, le chef de la dictature, c'est Sassou Nguesso, il n'y a pas de secret. Donc, c'est lui l'un des plus grands voleurs du Congo, suivi par son fils et sa famille, et puis tous les suppôts qui gravitent autour du pouvoir de Brazzaville. Bonjour Martial Panucci, vous êtes artiste musicien, membre du mouvement Ras-le-Bol, actuellement en tournée musicale. Bienvenue sur ce plateau de Droit de Savoir de TLR TV. Bonjour, cher Christian Perrin, et bonjour à tous les spectateurs et toutes les spectatrices de TLR TV. Et je vais déjà commencer par vous tirer mon chapeau parce que voilà, vous faites un travail énorme et c'est à féliciter. C'est vraiment un plus pour cette lutte contre la dictature au Congo. En tout cas, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Merci aussi d'accepter cette interview qui portera sur votre tournée musicale, mais aussi sur l'actualité sociopolitique du Congo-Brazzaville. Croyez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vous ai pas oublié. Je suis toujours heureux de vous retrouver sur TLR TV. Et merci surtout d'avoir encore choisi notre canal, TLR TV. Martial Panucci, c'est vrai que je vous ai présenté tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu mieux sur vous-même? Qui est Martial Panucci? Bah, Martial Panucci, c'est mon nom d'artiste musicien parce que je suis aussi auteur de livres. Donc, j'en ai déjà publié deux et là, je suis en train de travailler sur le troisième qui va sortir à la fin de cette année. Donc, moi, je me définis comme un Africain originaire du Congo, donc Africain d'origine congolaise. Et je suis artiste, rappeur, je suis militant ou activiste si on veut, et je suis aussi auteur, donc écrivain, membre
et cofondateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol au Congo-Brazza, pour dire la République du Congo, au Congo-Mavoula, une fois, c'est mieux. Et je suis aussi membre de plusieurs plateformes, dont Africtiviste, qui est plutôt le réseau des cyberactivistes africains, et aussi membre de la plateforme Afriki, qui est la plateforme qui regroupe tous les mouvements, ou presque tous les mouvements citoyens ou sociaux du continent africain. Alors, parlons donc de votre tournée musicale en Europe. Elle a démarré quand? Elle se termine quand exactement? Bah, la tournée, elle a démarré le 8, déjà le 8 juillet, et elle va se terminer le 13 août. Voilà, et ça va se terminer. Ça a démarré du côté de Fort-Calquier, qui est au sud de la France. Voilà, et ça va se terminer probablement à Paris, parce que voilà, il faut qu'on détermine une dernière date sur Paris. Mais ça va se terminer en France. Voilà. Et pourquoi avoir fait donc le choix de l'Europe? Et quel est réellement l'objet de votre tournée? C'est quoi le message à transmettre? Ben, la tournée, c'est déjà, elle se dénomme les chroniques de la France-Afrique. Donc, il s'agissait pour moi d'apporter le message du continent aux Occidentaux, parce que c'est important qu'on puisse faire savoir aux populations occidentales qui, submergées par leurs masses médias, ne comprennent pas toujours les réalités sur le continent africain. Et donc, pour moi, c'était très important de venir expliquer aux Occidentaux ce qui se joue sur le continent africain, parce que les médias occidentaux ne rapportent pas toujours les choses telles qu'elles se présentent réellement. Donc, c'était ça l'objet de la tournée. Et ce n'est pas moi qui ai choisi personnellement de venir en Occident, mais c'est aussi les circonstances qui me l'ont imposé, parce que je devais participer à un grand rassemblement de plusieurs mouvements du monde, et ça s'est passé à Nantes. Donc, et à la suite, je me suis dit, je ne pouvais pas rentrer comme ça, il fallait quand même, étant artiste musicien, partager avec le public occidental ce qui était mon point de vue. Donc, voilà un peu les raisons qui ont poussé à ce que je fasse cette tournée de cette façon-là. Ouais. Est-ce que je peux croire que c'est une manière pour vous d'atteindre le public occidental, c'est-à-dire la population elle-même, au lieu de continuer à parler à l'élite politique, c'est cela? Bah, bien sûr, on se rend compte après plus de 60 ans d'indépendance, entre guillemets, que le public occidental est peut-être la solution, parce que les politiques, ça n'a pas marché depuis 60 ans, on tourne en rond. On est toujours dans cette dynamique de dominant, de colonie, un peu colonial. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup évolué. Et ça, pour changer les choses, je pense que parler directement aux populations occidentales, c'est très important aussi. Chronique sur la France-Afrique, vous avez dit, nous savons que la France-Afrique, c'est aussi le soutien des dictateurs par l'élite politique française, bien sûr. C'est aussi les bases militaires françaises en Afrique, la monnaie, qui n'en est pas une d'ailleurs, le franc CFA, et cela a été déjà démontré. Mais la France-Afrique, c'est aussi l'immigration. Alors, quels sont donc les thèmes que vous avez privilégiés pendant cette tournée? Ben, j'ai privilégié tous les thèmes auxquels vous avez fait allusion, mais surtout le fait que les bases militaires en Afrique sont là depuis pratiquement la période coloniale et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, les populations en ont marre, et tout le monde veut vraiment que ça s'arrête, que les bases militaires françaises quittent le continent, et pas que les bases militaires françaises, parce on entend par là que pour une population dite indépendante, et ça c'est un peu comme de l'ingérence que d'avoir des bases militaires étrangères sur le sol africain. Si cela doit se faire, ça devrait se faire de manière claire et équitable, ce qui ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que pour des pays comme le Mali, où il a fallu une intervention militaire, soi-disant française, pour chasser les terroristes, on a vu où on en a terminé. Ça a dégringolé dans tous les cas, et jusqu'aujourd'hui, on a été obligé d'assister à ce que les autorités maliennes aujourd'hui sont obligées de se passer de la France. Et ça, c'est une preuve que ces bases militaires ne servent à rien. Et au-delà de ça, il y a aussi la monnaie, le franc CFA, qui est une monnaie coloniale. À la base, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique.
Et ça n'a pas changé, même si la dénomination a changé, ben, la démarche est toujours la même, les mécanismes sont les mêmes, et c'est une monnaie qui ne permet pas au continent africain, surtout dans sa partie francophone, d'évoluer tranquillement et d'avoir une économie assez stable et évolutive. Et on a vu plutôt avec voilà, la chute de l'euro récemment, ça a eu des répercussions directes sur voilà, les économies d'Afrique dites francophones. Et donc ça, c'est aussi des thèmes qu'on a abordés. Mais au-delà de tout, il y a aussi l'aspect diplomatique qu'il faut voir, parce que récemment au Burkina Faso, l'ambassadeur de France au Burkina Faso a tenu des propos mais injurieux contre la population burkinabé, et ça a révolté tout le monde. On en a arrivé à une manifestation qui demandait carrément le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Donc ça, ce sont des choses qui font que nous, sur le continent, on doit les transmettre aux populations occidentales, parce que ce n'est pas toujours perçu de la même manière. Donc, d'un point de vue diplomatique aussi, ça ne s'est toujours pas bien passé. Et on a toujours l'impression que l'ambassadeur de France dans certains pays comme le Burkina, le Mali et autres se comporte comme un autre président, et comme s'il était le président du président. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on dénonce tous les jours. Et au-dessus de tout cela, il y a aussi l'aspect de la migration qu'il faut souligner, parce que le pillage des ressources qui est quelque part protégé par les bases militaires, donc les armées étrangères. Et ça fait qu'aujourd'hui, les populations s'en rendent compte et les gens en ont marre. Et quand on en parle pour dire que la France doit dégager du continent africain parce que les rapports coloniaux, nous n'en voulons plus, eh bien, on commence à dire qu'on est anti-français, qu'on n'aime pas les Français, alors que c'est plutôt un message qui consiste à dire la politique française, la politique africaine de la France, nous n'en voulons plus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas du tout un sentiment anti-français, mais c'est un sentiment contre la politique française en Afrique. Et donc, il y a cela. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect migratoire, qui est un thème aussi important qu'il faut évoquer. Et donc, si on peut laisser circuler librement les ressources naturelles, ben, je pense que pourquoi on ne laisserait pas circuler les individus qui viennent de ces pays d'où proviennent ces richesses? Parce que l'Occident doit se rendre compte qu'en Occident, il n'y a pas grand-chose. Tout provient d'ailleurs. Tout provient d'ailleurs, et que cette stabilité plutôt qui est occidentale, eh bien, elle est en quelque part elle est très éphémère, en fait. Voilà, donc il y a plusieurs problèmes à la base qui sont à l'origine de la richesse de l'Occident. Puisque vous parlez de ces 4 volets que j'ai retenus, donc les bases militaires, le soutien aux dictateurs, vous avez parlé de la monnaie et puis de l'aspect migratoire. Revenons donc là-dessus. Je vous propose d'ailleurs de suivre ce reportage d'Africa 24 sur le drame de Nador, qu'on appelle aussi le drame de Melilla, et on revient sur ce plateau. Le gouvernement marocain apporte des précisions supplémentaires sur les circonstances du drame de Nador, drame qui a coûté la vie à 23 migrants lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla. Dans une vidéo rendue publique, on peut retracer l'ensemble des événements ayant abouti à l'assaut de ce point de passage entre le Maroc et l'Espagne le 24 juin 2022. Les images montrent des migrants regroupés en forêt. D'après les autorités marocaines, ce rassemblement avait été repéré la veille, les forces de l'ordre allant désarmer ceux parmi les migrants qui avaient des armes. L'attaque rassemblant 2000 migrants a été lancée à 7 h du matin à partir d'un point de rassemblement dans une forêt. Ils avaient pris le soin au préalable de faire diversion en allumant un feu dans une forêt voisine, amenant les autorités à utiliser des canadaires pour l'extinction de cet incendie. D'après le Maroc, ce groupe de migrants clandestins était arrivé dans le royaume majoritairement en provenance du Tchad et du Soudan via le désert du Sahara. La tragédie qui a coûté la vie à au moins 23 migrants et causé un nombre important de blessés, dont 140 policiers, témoigne de l'extrême dangerosité des réseaux de trafic des êtres humains, prêts à prendre tous les risques pour parvenir à leur fin, ce au mépris du respect des vies. Les décès ont été causés par des bousculades et la chute de la clôture séparant la frontière. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a publiquement condamné cette attaque, parlant d'un assaut violent qui a nécessité la coordination des forces espagnoles et marocaines. Le premier ministre espagnol a également dénoncé des mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. La politique migratoire marocaine, prônée par le roi Mohamed VI, a en effet permis à des centaines de milliers de migrants africains de s'installer légalement dans le royaume, bénéficiant d'une vie décente. Le Maroc s'est toujours posé comme une terre d'accueil et regrette cette volonté de quelques acteurs de ternir sa réputation internationale.
Alors, Martial Palucci, vous venez là de suivre avec moi ce reportage. C'était une manière un peu de regarder sur le rétroviseur ce drame qui finalement a indigné plus d'un Africain. Alors, vous, en tant qu'artiste, avec l'œil bien sûr d'un artiste, que vous inspire ce drame? D'abord, c'est vraiment très déplorable ce qui s'est passé à Melia ou à Nador. C'est très déplorable parce que ce sont des humains, en fait, ce sont des êtres humains. Et quand on revient à l'origine de l'humanité, les humains se sont toujours déplacés. Et là encore, ça peut se comprendre parce que les gens qui cherchent à atteindre l'Occident, ils ne font que suivre le cours des ressources ou des matières premières ou des richesses qui quittent le continent africain pour l'Occident. Donc, c'est tout à fait normal on ne peut pas reprocher à un être humain de vouloir du mieux pour sa vie ou de chercher une vie meilleure. On ne peut pas reprocher ça à un être humain. Et si les gens aujourd'hui prennent les risques de prendre des chemins ou des voies qui ne sont pas toujours les plus sécurisées, c'est parce qu'à la base, le processus même, il n'y a pas de réciprocité dans le processus d'octroi des visas. Ça, il faut le souligner. Donc, quand un occidental vient en Afrique, c'est comme s'il allait derrière sa maison. Et quand un Africain veut aller en Occident, c'est comme si on cherchait les clés du paradis. Et le processus même de demande de visa, il est humiliant. On va te demander des tas d'informations comme si tu étais un terroriste ou tu étais un assassin ou un criminel en vadrouille. Ça, c'est humiliant tout ça là. Et ça fait que, si vous vous rappelez bien, en 2007 au Sénégal, il y a eu cette dame à qui on a finalement donné le visa et qui l'a rendu en disant, mais c'était humiliant jusque-là d'attendre pour avoir ce visa. Et donc, ça, ce sont des choses qu'il faut dénoncer aussi. Et ces jeunes-là, qui en majorité sont jeunes, il faut le souligner, ne font que suivre les matières premières, les ressources qui quittent le continent pour l'Occident. Et ça, on ne peut pas le leur reprocher. Donc, c'est très déplorable ce qui s'y est passé. Et il faut souligner que si les gens ont commencé à passer par d'autres chemins, c'est aussi parce que l'Occident, avec sa volonté d'externalisation de ses frontières, aujourd'hui, s'est passé de l'Afrique du Nord à carrément au début de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, les Frontex et autres, et l'Union européenne aussi, leurs frontières se situent maintenant au niveau du Niger, ce qui a une des répercussions énormes sur la libre circulation, même en CEDEAO. Donc tout ça, ça fait que ça tue des économies si les gens ne circulent plus comme ils circulaient avant. On vient avec de l'argent pour donner aux gens, pour qu'ils changent leurs habitudes, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Et ça fait partie des choses qui font que les gens prennent d'autres chemins plus risqués, plus dangereux, et voir aujourd'hui comment on peut assassiner des gens qui n'ont commis aucun crime à part celui de vouloir circuler librement. Mais ça, c'est déplorable et je pense que ça fait partie des choses que je dénonce et que je dénoncerai toujours. Et même quand je suis en Occident, j'en parle. J'en parle parce que on ne peut pas. Supposons qu'aujourd'hui, la civilisation occidentale dégringole et que du jour au lendemain, l'Occident est obligé de migrer en Afrique. Comment on va les recevoir de l'autre côté? Heureusement qu'au-delà de tout ça, il y a aussi des gens qui se battent, même en Occident, pour accueillir des gens, même si on les criminalise. Certains sont aujourd'hui en cours des procès, des peines, des amendes. Mais je pense que pour conclure, la solidarité ne devrait pas être un délit. Et le message que je vais aussi envoyer par rapport à cela, c'est les chefs d'État africains ou l'Union africaine. On ne peut pas comme ça assassiner vos enfants, ceux qui ils pourraient être vos enfants, puisque pour la plupart, ils sont très vieux. On ne peut pas assassiner une partie de votre jeunesse comme ça et vous restez bras ballants. Il faut faire quelque chose là, ça ne va pas du tout. Voilà, vous avez dit ça ne va pas du tout. Et vous avez là énoncé un principe, d'ailleurs, cela me rappelle un politique africain qui disait évidemment que les Africains ne font que suivre leur richesse, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui sont pillés par les Occidentaux, qu'ils emmènent là-bas pour améliorer voilà, la vie de leurs citoyens. Et donc, ces jeunes Africains aussi se disent, ben, écoutez, puisque c'est là-bas qu'on emmène nos matières pour mieux vivre, allons-y, donc suivons nos matières. Mais est-ce que vous pensez que, à ce moment-là, quelle alternative
est-ce qu'on peut penser finalement que si les Occidentaux arrêtent de piller les ressources naturelles à l'Afrique, cessent d'imposer les dictateurs en Afrique, cessent de contrôler l'économie africaine, les jeunes Africains ne pourront plus aller en Occident? Alors, le thème à la base, en fait, il est simple. C'est qu'un être humain, même chez un être vivant, en fait, il est toujours appelé à bouger. Mais ce qui est sûr, c'est que si les conditions de vie s'améliorent sur le continent, si on arrête de nous imposer des dirigeants qui ne font absolument rien et qu'on nous on ne va pas nous le donner, mais si on nous laisse mener les choses sur le continent comme il se doit, eh bien, ces jeunes-là ne seraient pas aujourd'hui obligés de partir. Si nos pays aussi étaient en train de fonctionner normalement dans la plupart des cas, parce qu'aujourd'hui, il faut souligner aussi que certaines personnes qui prennent le risque de migrer de cette façon-là, c'est parce que dans leur pays, il y a des déstabilisations, il y a des pays qui sont en guerre, il y a des pays qui sont en proie au terrorisme, il y a des pays qui sont en proie à de la sécheresse, et on sait aujourd'hui lesquels polluent le plus, lesquels vendent les armes, lesquels les fabriquent. Et ça, ce sont aussi des choses qu'il faut dire aux Occidentaux. Mais quelque part, je pense que si l'Occident arrête sa politique de prédation sur l'Afrique, eh bien, les jeunes ne seront pas obligés de migrer de cette façon-là vers l'Occident. Donc, je pense clairement que les gens ne suivent que le cours de leurs matières premières, de leurs richesses qui quittent le continent pour l'Occident. Et pour ça, il n'y a pas besoin de visa. Pour ça, il n'y a pas besoin de visa. Quand les diamants de sang, comme on les appelle, arrivent dans des grands magasins ou chez des grands bijoutiers, on ne se demande même pas d'où ça vient. Nos téléphones portables, les ordinateurs, le cobalt et tout ça, ça vient de la RDC. Et c'est des zones en guerre jusqu'à aujourd'hui. Et après, quand ces gens-là vont vouloir migrer là où ces richesses-là atterrissent, on va chercher à les assassiner, comme ça s'est passé à Melilla. Et donc ça, c'est inacceptable. Et je pense que l'Occident, si un jour l'Occident arrête de piller l'Afrique, eh bien l'Afrique, les Africains ne viendront plus en Occident. Et si aussi quelque part, on laisse les gens circuler librement, je t'assure que dans les 100%, il y a 80% qui vont rentrer. Parce que certains, quand ils arrivent, ils sont bloqués. Ils ne peuvent même plus rentrer parce qu'ils se disent, est-ce que je pourrais encore revenir un jour? C'est ça. Voilà, alors que vous parlez donc des diamants de sang en RDC, parlons-en, puisque depuis un certain temps, j'allais dire juillet, tout le mois de juillet, il y a eu cette affaire qui est en train de défrayer encore la chronique, où les populations congolaises ont dit non à la MONUSCO. Cette mission qui s'est installée en RDC depuis pratiquement plus de 20 ans, dont l'inefficacité a été démontrée, mais le mois de juillet a été un mois sanglant au niveau de la RDC, où on dénombre déjà à la date d'aujourd'hui près de 35 Congolais tués par la MONUSCO. Et la question de savoir comment une mission qui était censée protéger, assurer la protection des civils, des populations, se met désormais à tirer sur ces populations. Ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est juste révoltant. Il n'y a pas d'autre mot parce que on ne peut pas accepter qu'une mission qui est censée protéger des populations civiles tire sur des populations civiles juste parce que cette population demande le départ ou le retrait de ses troupes. Parce qu'on ne peut pas aussi accepter que la MONUSCO continue à rester là alors que pendant pratiquement 30 ans, 30 ans pratiquement. Pendant pratiquement 30 ans, la situation ne s'est pas améliorée dans les zones où la MONUSCO s'est installée. Bien au contraire, ça a empiré. Ça a empiré et on ne peut pas. Et c'est tout à fait légitime pour les Congolais d'exiger le départ de la MONUSCO, ce qui aurait même pu se faire plus tôt. Pour moi, je pense que ça aurait pu même se faire. C'est tout à fait légitime, vous avez dit. Alors, je vais donc vous proposer également un reportage là-dessus qui parle évidemment de ces événements qu'on est en train de vivre ces derniers jours, où la population congolaise est en froid avec la mission de l'ONU, la MONUSCO. Suivez et on revient sur notre plateau.
À Butembo, en RDC, une foule s'était rassemblée vendredi autour des cercueils des victimes tuées lors des manifestations contre l'inefficacité de la MONUSCO en début de semaine. Au moins 10 civils y ont perdu la vie, ainsi que 3 casques bleus. Depuis, le calme est revenu dans les villes de l'Est. Cependant, la population demande que le retrait de la mission onusienne soit effectif. Ils sont venus demander à cette MONUSCO de partir et la MONUSCO, comme nous l'avons toujours redouté, elle a fait usage aux armes, ce qui a fait plus de 11 victimes qui expriment d'ailleurs notre présence ici. Nous sommes en train de creuser le tombe pour qu'ils soient enterrés dignement, ces victimes qui ont été tuées par la force de la MONUSCO. Cette veillée funèbre a, selon plusieurs sources locales, viré au cauchemar. Faute d'autorisation pour enterrer les corps des victimes, la foule a été dispersée par des tirs de gaz lacrymogène. Par moment, on massacre même les gens dans les parages directs des forces des Nations Unies, des forces de la MONUSCO. Ce qui nous fatigue et ce que nous ne voulons plus voir. C'est dans ce sens que nous demandons au gouvernement de résilier tous les contrats qu'il a déjà signés avec la force de la MONUSCO. Kinshasa a réagi à ces violences. Le porte-parole du gouvernement a expliqué dans une adresse que le processus de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024 était en cours selon l'accord signé en septembre 2021. Alors, Martial Panouti, je rappelle que vous êtes artiste musicien, membre du Ras-le-Bol. Vous êtes en tournée musicale en Occident, en Europe, j'allais dire. Alors, nous parlions donc de la MONUSCO. Tout à l'heure, vous avez vu, vous avez suivi avec moi ce reportage où finalement, plus rien ne va entre la population congolaise, RDC, je dis bien, et la MONUSCO. Alors, nous avons vu donc cette mission qui était censée protéger la population se met à tirer à balles réelles sur les civils, et la population congolaise dit on n'en veut plus, on ne veut plus de cette mission, plus de pratiquement près de 30 ans, on n'a rien vu, c'est une mission qui n'a rien fait, alors que, et pendant ce temps, la situation s'empire sur le terrain. Curieusement, les États-Unis ont demandé à Kinshasa de protéger la MONUSCO. Donc, on ne comprend plus ce qui se passe. Qui doit finalement protéger qui? La MONUSCO devrait protéger la population congolaise dit on n'en veut plus, les États-Unis disent protéger la MONUSCO. Il y a un paradoxe, quelque chose qui ne marche plus là. Oui, bien sûr, c'est paradoxal, c'est un paradoxe parmi tant d'autres. Je pense que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, où on se rend bien compte que c'est un marché de dupes. Parce que si la MONUSCO était respectueuse de sa charte et aussi de ses lois, je pense qu'elle aurait juste plié bagage et quitté la RDC sans faire de bruit. Et ça n'aurait pas causé la mort d'autant de Congolais. Parce que comment une mission de paix peut assassiner des populations civiles et maintenant on va nous demander de protéger la MONUSCO. Mais il n'y a même pas de raison de protéger la MONUSCO puisque les populations, elles n'ont aucune arme. C'est la MONUSCO qui a toutes les armes et qui tire sur les populations civiles. Donc, moi, je pense plutôt que c'est au FARDC, donc l'armée de la RDC, de s'interposer entre la MONUSCO et les populations et demander à la MONUSCO de plier bagage tranquillement. Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire midi à 14 heures. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de débat, la MONUSCO doit partir puisque la population n'en veut plus et on nous a toujours dit que la population est souveraine. La souveraineté appartient voilà, le peuple à la est souverain. Alors, Martial Panouti, on va revenir donc sur votre tournée. Cette fois-ci, on va parler de la musique. Est-ce qu'il y a une actualité dans votre répertoire? L'actualité musicale chez moi, ça ne s'arrête jamais parce que ma musique est surtout axée sur ce qui se passe au Congo. Donc là, on parle du Congo, de la République du Congo, ou Congo Mavula, Umfwa ou Brazzaville, si vous voulez. Mais voilà, donc il y a toujours de l'actualité. Là, j'ai sorti Kaké récemment. J'ai d'abord sorti Mukundiaza Moyibi, ensuite Kaké. Et maintenant, Ebembiakula. Quand vous dites voilà, Mukundiaza Moyibi, le président est un voleur, vous faites allusion à qui?
Bah, au chef de gang ou au chef des assassins au Congo, le chef de la dictature, c'est Sassou Nguesso, il n'y a pas de secret. Donc, c'est lui l'un des plus grands voleurs du Congo, suivi par son fils et sa famille, et puis tous les suppôts qui gravitent autour du pouvoir de Brazzaville. Donc, quand je dis Mukondiaza Moïbi, il faut bien écouter le titre, ça les concerne tous. Et donc, après Kake, qui demandait l'arrestation de Kiki au moment où il disait qu'on devait pardonner à tous ceux qui détournent l'argent public. Je pense que ça, c'est arrivé aussi à point nommé. Et maintenant, il y a Ebebe Adoula qui concernait justement l'actualité au Congo aussi par rapport aux assassinats, aux élections truquées, aux mascarades et tout, et aux arrestations. Et donc, c'est Ebebe Adoula qui est là. Et tout ça va finir par un album qui sortira en fin de cette année. Donc, voilà en gros pour l'actualité, en plus de la tournée Je suis un européenne. peu tenté de savoir quel est le message véhiculé dont le titre est Bembe Adoula. C'est quoi Bah, et le Bembe retour? Adoula, c'était aussi en réponse à la promesse électorale de Sassou Nguesso, qui, au lieu d'aborder de vrais sujets, nous a vraiment servi des discussions qui n'avaient aucun sens et aussi, mais c'est aussi une manière de répliquer pour dire, pour dénoncer tout ce qui se passe à côté. Vous promettez aux gens des safous, du manioc, des poissons, mais alors qu'il y en a, mais l'industrie ne fait rien, l'économie est à terre et tout. Et à côté, on vaccine des gens avec des vaccins périmés et ça a causé d'ailleurs pas mal de décès. Je pense qu'il y a quelques mois, on se souvient encore de l'avalanche des morts qu'il y a eu au Congo. Et ça, c'est passé aussi sous silence, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et moi, j'essaye toujours d'archiver ça dans mes chansons. Et donc, même quand on les réécoutera 30 ans après, on se rendra compte qu'il y a des choses qui se sont passées à telle période. Alors peut-être que c'est par ici qu'on va terminer. On va parler des élections législatives au Congo-Brazzaville, les législatives 2022, dont le second tour a eu lieu dimanche dernier. Ces élections législatives, étais-je en train de dire, avec leur cortège de malheur. 4 jeunes Congolais ont été arrêtés et encore détenus jusqu'à ce jour sur instruction de Hermela Destinée Doukaga. Vous la connaissez, une ministre du gouvernement congolais qui a instruit qu'on arrête ces 4 jeunes qui sont encore détenus aujourd'hui. Alors, le mobile de leur arrestation, c'est qu'ils seraient auteurs des articles souvent publiés sur Nyanga Info. Nyanga, c'est là où, évidemment, Hermela Doukaga était candidate hein, aux élections législatives 2022. Alors, que pensez-vous et que vous inspire donc cette manière de faire? Cette manière de faire, en fait, ne me surprend pas, premièrement, parce que tous les gens qui travaillent avec Sassou se comportent comme Sassou. Donc, c'est des brigands, c'est des voleurs, c'est des criminels. Il n'y a que ça qu'ils savent faire. Et venant d'une femme, c'est quand même dommage que Doukaga en arrive là. Mais je pense que depuis 2017, depuis qu'elle a été nommée, en fait, elle ne fait que ça à tous les gens de Nyanga qui sont opposés à la dictature au Congo et donc à sa nomination. Et elle réagit comme son parrain. Je le dirais comme ça, et parce que Sassou, pour moi, ça ne sera jamais un président. C'est un chef de mafia. Voilà. Et donc, elle réagit comme son parrain. C'est des arrestations arbitraires, parce qu'aucune preuve ne peut prouver que ces jeunes-là sont ceux qui, même si c'était ceux qui écrivaient, mais ils ne font que dénoncer ce qui ne marche pas au Congo et donc par ricochet, ce que Doukaga fait de mal. Donc pour moi, il n'y a rien de surprenant, mais c'est révoltant toujours, et ça je le dirais, je ne serais pas triste, mais toujours révolté. Parce que ce qui arrive là, c'est la conséquence directe de l'impuissance d'une partie de notre population. Parce que si Nyanga s'était soulevé à l'arrestation de ces jeunes, je pense qu'on a vu un peu ce qui s'est passé à Mouyondi. Quand le peuple ou la population se lève, il n'y a aucun tyran, il n'y a aucun dictateur, il n'y a aucun ministre ou une ministre qui pourrait s'interposer. Donc, c'est au peuple aussi de prendre sa responsabilité. Et même ce qui s'est passé avec Amédée de Louemba, ça va dans le même courant. Donc, on a des ministres, entre guillemets ministres, parce que pour moi, c'est tous des membres de la même mafia, des ministres donc qui réagissent
comme des brigands, comme des chefs de gang. Il y a la justice, non? S'il y a un problème, il faut porter plainte et la justice va faire son travail. Comment on peut arrêter des gens sur instruction d'un ministre, fut-il, je ne sais pas, Premier ministre ou quoi. Donc là, c'est Évidemment, plutôt la population comme quoi, congolaise de prendre leurs responsabilités. évidemment, je disais comme quoi au Congo, il ne faut jamais réclamer, il ne faut jamais parler, il ne faut jamais rien dire parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a aussi Luemba Diallo qui a été arrêté simplement parce qu'il voulait demander à Itoa Bruno, qui est aussi un ministre du gouvernement, de donner la réponse à tout ce qu'ils sont en train de vivre, notamment comme pénurie du carburant à répétition au Congo-Brazzaville. Et pour cela, il a été arrêté lui aussi, se retrouve aujourd'hui en prison. On parle de garde à vue, mais ça dure déjà longtemps. Je ne sais pas. Et donc, au Congo, comme je dis, il ne faut jamais parler de cela. Et à quoi ressemblerait ce monde où personne ne doit parler, personne ne doit réclamer quoi que ce soit? Comme vous l'avez bien décrit, je pense que ce sont là les signes d'une dictature. Le Congo l'est et l'est toujours jusqu'à ce que Sassou va dégager du pouvoir. Ça sera toujours comme ça. Et ça, je vais toujours insister. C'est à nous, population congolaise, de réagir. Parce que la dictature qui est en place avec ses ministres et tous ses suppôts, ils n'ont d'autre but que de mener la vie dure aux Congolais. Et on le voit aujourd'hui. Tout ce qui se passe, pénurie d'eau, pénurie d'électricité, et on ne peut même pas parler de ça. Parce qu'après, on taxait certains militants, qu'ils soient de l'opposition ou de la société civile, comme des opposants au régime. Mais là, il s'agit de gens qui réagissent pour des choses basiques. L'eau, on doit au moins avoir accès à l'eau, à l'électricité. Et s'il y a des délestages et des pénuries, on doit savoir pourquoi. Donc, mais là, les ministres, ils réagissent à l'envers parce qu'ils savent que tout leur est permis. Tout leur est permis et qu'ils peuvent tout se permettre. Rien ne va arriver, comme ils disent souvent de l'autre côté du PCT, l'icole au Kouéate. Donc, pour eux, ils peuvent tout se permettre. Et là encore, c'est à nous, population congolaise, de réagir parce qu'on voit bien que ces gens-là ne sont pas là pour servir le peuple, mais pour se servir. Voilà, c'est donc par là que nous allons mettre un terme à cette émission, en rappelant bien sûr l'article 25 de la Constitution congolaise, je cite, « Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie, elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. » Prohibée. Quand j'ai dit cela, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de nous avoir suivis. Merci à toi aussi, Martial Palouti, d'avoir disposé ce temps. Pour nos téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TELAR TV, en tout cas, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.